Bien, alors nous sommes le 29 novembre, dans l'après-midi. Nous sommes, comme chacun peut le voir, au studio de Canal Pourpre. Et nous sommes un peu émus. Philippe est derrière la caméra, moi devant, et puis nous avons deux invités. Nous sommes un peu émus parce que nous allons de nouveau recommencer à essayer de parler politique. Et comme chacun sait, c'est très difficile de parler politique. Nous allons parler politique au sens évidemment où nous le souhaitons à Canal, c'est-à-dire politique commune, politique collective, politique qui engage les citoyens ordinaires comme vous et moi, quoique vous ne soyez pas tout à fait des citoyens ordinaires. Enfin, on va en venir là tout de suite. Alors, je commence par vous présenter. Jeanne Vigourou, tu es une prof, prof d'histoire géo, à la retraite comme tout le monde, et tu es une vieille militante syndicale et associative qui n'a jamais appartenu à aucun parti, un syndicat certes, mais pas un parti. Et ma foi, les Bergeracois te connaissent parce que tu es souvent sur le marché avec des collègues, des copains, des militants pour essayer de défendre cette fichue affaire citoyenne à laquelle nous rêvons souvent, mais sans jamais vraiment la réaliser. Et quant à Didier Bustamante, qui est là, toi tu es professionnellement un animateur socioculturel, mais les Bergeracois, je pense, te connaissent aussi depuis longtemps. Toi aussi, tu es très présent sur les marchés. Tu es un vieux militant aussi. Tu as été longtemps au PC, que tu as quitté le Parti communiste. Maintenant, tu es à quelque chose qui s'appelle le Parti communiste unitaire. Oui, l'association des communistes unitaires qui fait partie de la Fédération pour une alternative sociale et écologique. Mais on en reparlera. Voilà, merci de le dire pour moi. Donc tu es un très vieux militant politique. Tu as travaillé en fonction aussi de ton engagement politique. Et voilà, vous êtes là parce que, ma foi, pour nous, à tort ou à raison, vous êtes tout à fait représentatif de ce très long effort populaire, on va dire, pour réaliser quelque chose qu'on ne va pas dire. J'ose pas dire la révolution parce qu'on ne sait pas très bien ce que veut dire ce mot, mais enfin pour réaliser quelque chose qui serait un peu plus proche d'une démocratie véritable que ce que nous connaissons aujourd'hui. On va dire ça comme ça. En effet, la démocratie française, elle est plutôt une oligarchie, comme chacun sait, essentiellement à soucis financiers, comme chacun sait aussi depuis maintenant quelques années. Et au fond, voilà, nous allons, avant de vous laisser la parole et de m'entretenir avec vous, je voudrais citer deux trucs. Je demande pardon d'avance pour ce pédantisme abominable, mais c'est pour essayer de situer les choses dans ce que tout le monde sait aujourd'hui. Alors j'ai deux exemples sous le nez. Un article d'un intellectuel français qui s'appelle Balibar, c'est un philosophe, mais peu importe, qui, dans un journal quotidien national, qui est Libération, vient de publier un petit article qui dit que l'obstacle le plus difficile à cette démocratie véritable dont on parlait à l'instant, il est du côté des opinions publiques, dit-il. Et il s'explique en disant qu'au fond, il y a deux solutions qui semblent aujourd'hui dans l'air. D'une part, celle qui nous intéresse ici, la redémocratisation, comment mettre de la démocratie dans notre oligarchie. Mais il croit cette solution un peu insuffisante, un peu trop bien intentionnée ou bien pensante, un peu trop naïve sans doute. Et une deuxième solution, toujours du côté de l'opinion publique, qui nous traverse là, ces temps-ci, c'est ce qu'on appelle la démondialisation. Il y a même un homme politique, un joli jeune homme politique, qui défend cette idée aujourd'hui dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche.
Mais Balibar pense que cette démondialisation risque de nous rapprocher un peu trop d'une renationalisation, si je peux dire, d'un renationalisme, qui est évidemment pas du tout ce que nous souhaitons, puisque le nationalisme, c'est une horreur, comme chacun sait. Et donc, cet intellectuel termine son article en disant simplement « La grande question est de savoir comment s'orientera la révolte des citoyens ». Ma foi, nous, on va s'inscrire là-dedans. Comment, même si c'est pas très modeste comme question peut-être, mais comment est-ce qu'on pourrait participer à orienter la révolte des citoyens, enfin, à représenter cette révolte des citoyens qui devrait nous orienter, en effet, puisque c'est vrai que le scandale est permanent. Enfin, on ne va pas gloser sur cette histoire de crise, cette prétendue crise que nous traversons en ce moment, paraît-il. Mais enfin, il est évident qu'on se moque de nous avec ces histoires de finances, de crédit, de banque centrale, de Goldman Sachs, etc. Enfin, on se moque largement de nous tous les jours. Je ne parle pas de l'élection présidentielle qui est encore un ridicule dont nous sommes les spécialistes en France aussi, et vraiment le scandale est permanent. Donc on va parler de ça. Et la deuxième chose que je voulais citer, cette fois-ci c'est un livre, mais il y en a beaucoup qui paraissent, encore d'une philosophe, pardonnez-moi, c'est un peu mon métier, mais elle est jeune, c'est une dame, elle s'appelle Émilie H, et elle vient de publier un livre qui s'appelle « Ce à quoi nous tenons ». Et je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il s'agit beaucoup de ce qu'on voudrait discuter aujourd'hui. Et elle écrit, par exemple, « Comment devenir capable de penser et agir ensemble ? Comment fabriquer une parole collective ?» C'est exactement notre petit problème à Canal pourpre. Ce souci, ajoute-t-elle, s'appuie sur l'observation maintes fois répétée que ce sont toujours les mêmes qui parlent dans les réunions, mais donc qu'il y a toujours aussi un grand nombre de personnes qui ne parlent pas. Soit qu'elles refusent de jouer à qui parlera le plus fort, soit qu'elles n'osent pas parler, ne se sentant pas habilitées à prendre la parole, quand bien même ces réunions se font entre soi, entre collègues, entre femmes, entre militants, ou même entre amis. Là-dessus, dit-elle, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de recette, ou plus exactement, il n'y a pas de théorie, mais il y a peut-être des recettes, c'est celle que nous allons essayer d'inventer. Des recettes, dit-elle, à expérimenter, à modifier chaque fois, et qui peuvent réussir ou qui peuvent rater. C'est sûrement ce que nous allons faire, réussir ou rater. Voilà, bref. Ce bavardage télévisuel et audiovisuel que nous entendons tous les jours, il cache un grand silence, il cache le silence de tous les citoyens que nous sommes, et ces silences, eh bien ma foi, je la cite encore une dernière fois, ces silences, dit-elle, sont l'affaire de tous. Alors nous allons, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, si sûrement. C'est une belle introduction. Pas trop pédant, mais voilà, en gros, pour essayer de cadrer un peu notre affaire, pour signifier le bain dans lequel nous allons essayer de nager un petit peu. Alors, ma première question à chacun d'entre vous, peut-être, ça serait, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous embête, cette histoire de... Puisque vous êtes des vieux militants, vous êtes les premiers à vous dire, sans doute, oh la vache, ça fait 20 ans qu'on essaye de faire des trucs, 30 ans qu'on essaye de faire des trucs, et il ne se passe pas grand-chose. Ça vous décourage ? Comment ça se fait que vous ne soyez pas découragé ? C'est une très bonne question pour effectivement ce démarrage, mais je pense que ceux qui prennent conscience justement de cette absence de parole disponible et à prendre, on essaie par tous les moyens de l'apprendre autrement. Bon, tout à l'heure tu as cité les marchés, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi d'autres moyens. Bon, il y a des manifestations, il y a des rencontres qu'on organise plus ou moins. J'ai cité les marchés, bien entendu, tout le monde a compris qu'il s'agit du marché de Bergerac et pas les marchés, c'est-à-dire, parce qu'on appelle les marchés à la radio ou à la télé, c'est-à-dire les spéculateurs. Non. Donc il y a d'autres moyens
d'intervenir. Bon, et je pense que quoi qu'il arrive, il faut garder confiance. Il faut essayer par tous les moyens de s'incarner ou d'incarner en tout cas ce que l'on porte comme projet. Voilà. Bon, moi c'est ma façon de voir les choses dans quelques situations que ce soit, même celles qui paraissent les plus désespérées. Voilà. Le mot de confiance est justement celui sur lequel termine le livre que je viens de citer, d'Émilie H, là, la confiance. Mais on peut approfondir un peu, d'où te vient cette confiance? Je pense que là tu as cité quelques personnalités. Moi je pourrais citer Cornelius Castoradis, parce que lui justement, bon, je le cite volontairement parce que c'est un grec, quelqu'un qui a mené des luttes très fortes, qui a été chassé de son pays à cause de ça, qui se met en relation avec les fondamentaux de notre façon de voir les choses, c'est-à-dire les fondamentaux démocratiques, et qui pense qu'on peut accéder à l'autonomie de pensée. L'autonomie de pensée, c'est-à-dire le côté à la fois critique, capacité de proposition, et aussi, si on est critique, on peut aller jusqu'à la remise en cause, y compris jusqu'à la révolution, n'ayons pas peur des grands mots, peut-être simplement la révolte. Néanmoins, disons que c'est quelque chose qui est inhérent à la condition humaine. D'accord. Dirais, nous ne sommes pas seuls, tu veux dire. Il y a beaucoup de gens qui... Tu cites un penseur, Casto, d'accord, il est mort, mais enfin tout de même, il est important. Et c'est vrai que nous ne sommes pas seuls. D'accord, la confiance vient de ce que nous ne sommes pas seuls. Alors, Didier, à toi. Oui, juste pour suivre, là, je vais prendre le fil de Castoriadis. Moi, je me souviens d'un petit bouquin, c'était des entretiens, Castoriadis, Daniel Mermet. Voilà. Là-bas, si j'y suis, petit bouquin, et notamment, alors je ne me souviens pas du titre, mais ce que pointait Castoriadis, c'était notre époque, elle est marquée par la montée de l'insignifiance. Voilà, insignifiance, moi je trouve que c'est le mot qui caractérise pleinement notre société et l'état de la politique, puisque c'est bien de politique dont on va s'entretenir. Oui, non, mais excuse-moi, mais alors tu enfonces le clou désespérant que je. Non, mais moi, je pense qu'il faut savoir Non, je pense qu'il faut désespérer jusqu'au bout pour laisser place effectivement à la mise en perspective. Il faut se défaire de toutes les illusions. Moi, mon parcours politique m'a amené effectivement à me défaire de plein d'illusions, même si c'est au travers de ce parcours politique que je me suis formé. Et je ne le dénie pas, je ne le regrette pas. Sur ce qui fait, alors, pour un non-religieux comme moi, dire ce qui pourrait faire ma foi ou mes croyances encore, c'est tout simplement l'observation des expériences. Je pense que la politique, elle a besoin d'espace public. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que la politique n'est plus dans l'espace public. Ou sinon, l'espace public que devrait alimenter la politique, c'est devenu un champ tout à fait à part. La politique, c'est un champ clos. C'est ce que Bourdieu nommait le microcosme politique. C'est la seule fois où il était d'accord avec Raymond Barre, sur la question du microcosme. Mais en même temps, il démontre bien effectivement comment ce champ se produit et se reproduit. Et comment il est complètement coupé effectivement du monde. Donc on est bien dans l'insignifiance. Et je note, mais on va y revenir, qu'il y a dans cette espèce de marasme ambiant, il y a de la recherche, il y a de l'action, il y a de la mise en perspective. J'aimerais bien qu'on revienne dans notre entretien sur l'expérience qu'on a tous connue à des titres divers, sur comment le champ politique, alors qu'il est de plus en plus étriqué, montée de l'abstention et autres, comment effectivement en 2005 on a eu un fabuleux débat politique sur une question qui, a priori, n'était pas simple. À quel moment tu dis ? 2005, oui ou non au projet de traité constitutionnel, bien où sûr. Tout le monde a fait de la politique. Oui, d'accord. Alors, très bien, tu as dit pas mal de choses là. Insignifiance, ok, mais dans cette insignifiance, il y a la formation de soi, la formation de l'expérience, il y a pas seulement de l'insignifiance, en réalité, il y a quelque chose qui monte, enfin qui grandit, et tu en es un exemple, tu dis, moi je me suis formé comme ça, quoi, dans cette... bon, d'accord, ça c'est... je comprends.
tu as parlé de l'espace public et tu as cité donc cette émission de Radio France Inter, Daniel Mermet, qui est en effet une espèce de coquille comme ça, enfin de bulle où on voit que pendant 1 heure, je crois, tout le monde se retrouve entre copains. Enfin, tout le monde dit les choses, râle, gueule, démontre, etc. Alors, j'entends bien, et c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Mais est-ce que c'est pas la dernière ruse du capitalisme, c'est-à-dire, là aussi, il y a d'autres auteurs, on ne va pas embêter les gens avec des noms de philosophes et de sociologues, mais il y a des philosophes qui ont montré que le capitalisme, c'était un sorcier. Décidément, les téléphones sont très présents. C'est bien. On appelle souvent Canal Pampre, ça veut dire. C'est pas Canal, si? C'est Canal? Non, c'est Jeanne. Tout ça est de ta faute. Le mien, il marche pas mal. Bon, peu importe. Donc le capitalisme est sorcier, disent quelques-uns de ces philosophes auxquels je pense, ou sociologues, enfin. C'est-à-dire qu'il est très malin, il est très rusé. Il fait son beurre avec le contraire, avec ce qui a l'air de s'opposer à lui. Il y a, au fond, vous connaissez la blague, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est exprime-toi, mais tout le monde s'en fout, quoi. C'est la vieille critique qu'on adresse à la démocratie, c'est ça, c'est ce règne de l'individualisme qui fait qu'en effet tout est possible, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voudrez, mais tout le monde s'en fout, quoi. Et je crains que, Mermet ou d'autres, comme ça, où je pense aussi à des journaux, à des tas de microcosmes aussi, puisque tu as cité ce mot, qui existe, et au fond, on se retrouve entre soi, mais ça fait pas mousse, quoi, ça fait pas soupe, ça fait... Tu as dans ça, après, je laisserai bien évidemment la parole à Jeanne, puisqu'on a lieu effectivement dans plein de lieux de discuter ensemble et de travailler ensemble, si on observe la société aujourd'hui, les terrains de lutte sont innombrables. Et ils sont aussi nombreux qu'il n'y a effectivement de revendications. Le fond des revendications porte grosso modo contre la négation de ce système. Il y a une très forte volonté de passer à autre chose. Le seul problème, c'est qu'on est toujours dans des luttes qui sont toujours parcellaires. Autant de luttes, autant de terrains de jeu. L'une des difficultés dans le champ politique, c'est de réunir l'ensemble des luttes dans un même terrain. Je veux dire, il y a autant de... Il y a un paquet d'équipes. Il y a un paquet d'équipes, si on emprunte l'image sportive, qui luttent effectivement contre cette espèce d'ennemi un peu invisible, la fameuse famille Le Marché, on va en reparler, dont on nous parle tous les 4 matins, et une famille qui n'a pas d'incarnation. Ouais, c'est un mensonge, quand on dit les marchés sont inquiets, ça veut dire les spéculateurs, quoi. C'est-à-dire des gens, une poignée de personnes, personne n'a rien à foutre. Gilles, c'est le marché. C'est pas les spéculateurs, c'est le marché. Moi j'appelle ça la famille des le marché. Donc après il faut décliner ce qu'est la famille, le marché. Ça devient intéressant. Pardon. Jeanne, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. Oui. Alors donc moi je reviens sur la question effectivement du politique qui est pour le moment complètement confisqué par des organismes économiques, le marché, ceux qui animent le marché, donc la démocratie, le politique globalement est confisqué par une organisation économique que nous on condamne, et on est d'autant plus justement légitime à attaquer cette organisation économique, comme tu dis, les pièges du capitalisme, les ruses, les façons de laisser quelques petites miettes, on a vite fait effectivement de les repérer, et donc on est, il me semble, beaucoup plus légitime à attaquer de front. Maintenant, comment? C'est la question qui est posée. Comment? Par le rassemblement du maximum de gens qui sont prêts effectivement à combattre ces structures, en sachant que ce qu'on appelle politique
entre guillemets, les politiques? Sont-ils des politiciens, des politicards, des vrais politiques? Et c'est là la question aussi qui est posée. Donc il y a deux questions. Alors attends, parce que je voudrais pas il faudrait qu'on se fixe comme règle, ou comme étoile, enfin, de dire ce qu'il faudrait faire au sens positif de ce terme et surtout au sens pratique, pragmatique de ce terme. Voilà un petit quart d'heure, même un peu plus qu'on discute. On a beaucoup parlé de rassemblement, mais tous ensemble, je vois bien que c'est une blague, que c'est un truc de fiesta pendant les manifs où les sonos hurlent et les gens hurlent aussi tous ensemble. Mais souvent, j'ai mal au cœur en voyant ça parce que je me dis, mais enfin, les choses sont... C'est pas ça, quoi. C'est pas ça qu'on veut. On ne peut pas hurler ensemble, tous ensemble. Ça me paraît idiot. Ça fait un quart d'heure qu'on discute. On n'a pas donné une recette, quoi. Je vais vous dire ce à quoi je pense. Moi, il y a un truc qui me travaille depuis longtemps. J'ai essayé en 93 d'être candidat pour ça, aux législatives. Tu étais déjà là, etc. Nous aussi. Et c'est le cumul des mandats. Voilà un truc stupide, enfin, qui est une catastrophe pour la vie politique et que nous n'arrivons pas à mettre en avant systématiquement. Après tout, je ne leur en veux pas aux politiques. Je veux dire, il y a de tout chez les politiques, des crétins, des salauds, des méchants, des bons, des gentils, je ne sais pas quoi. Mais enfin, le cumul des mandats devrait être le b.a.-ba de la vie politique. L'interdiction du cumul des mandats devrait être le b.a.-ba de la vie politique. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On n'y arrive pas. Des exemples, d'accord. De toute façon, il a fallu qu'on se chauffe un peu. Donc maintenant, on va essayer de suivre effectivement une ligne. Sur la question de la politique, je pense qu'aujourd'hui, on est au bout de ce que la politique fondée sur le principe de la délégation de pouvoir a pu produire. Deux exemples. Elle s'est fondée effectivement avec le principe d'élu représentant. Voilà, et elle est animée par des partis politiques. Aujourd'hui, tu ne peux pas être élu si tu n'es pas rattaché à un parti politique. On vient d'assister avec la primaire des socialistes à une autre forme de parti. Les militants ne comptent plus du tout. Les militants d'un parti ne comptent absolument plus du tout. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des militants au Parti socialiste. Voilà, on ne demandait pas sa carte pour voter. Mais enfin, donc je veux dire qu'on est déjà dans le dépassement de quelque chose qui est aussi la reproduction ou la continuité de ce qu'il faut changer. Délégation politique fondée sur le principe de la délégation, ça ne peut plus fonctionner simplement comme ça. Un exemple. 2005 et les séquences qui suivent. La bataille politique sur le non au TCE. Dossier ô combien compliqué. Faut laisser les experts s'occuper de ça. Non, mais attendez. 40 pages. Moi, j'ai réentendu la même chose dans la bouche d'élus qui nous disent aujourd'hui pourquoi les maires des communes de Dordogne n'ont pas invité la population à se pencher sur le dossier de la réforme des collectivités territoriales. D'abord, parce que c'est tellement complexe que la plupart d'entre eux n'y ont rien compris. Et pourquoi pas, je veux dire, faire aveu de modestie et de non-compétence sur des choses qui sont ficelées, mais c'était tellement complexe que c'était compliqué de lancer des débats. Moi j'ai dit, c'était une réunion organisée par Attaque autour de cette question. Moi, je dis, il y avait un dossier qui était d'autant plus complexe, sinon compliqué, il fallait au moins une maîtrise en droit européen pour tenter de comprendre ce que pouvait être ce foutu TCE. Il n'empêche qu'il n'y a pas une seule famille en Dordogne qui, entre le mois de janvier et le mois de mai 2005, n'a pas discuté du TCE le dimanche au repas, etc., etc., etc. On a fait de la politique sur un dossier qui était extrêmement complexe. Participation citoyenne. Participation citoyenne. Il ne faut pas oublier que le TCE, c'est pas simplement parce qu'il y a eu à un moment donné sur l'estrade de Laurent Fabius, Emmanueli, Marie-Georges Buffet, Besancenot, donc le rassemblement des forces politiques qui ont mis en confiance que le non a gagné. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas les partis qui sont à l'initiative de ça. C'est plus de 900 collectifs citoyens qui ont regroupé des centaines de milliers de gens qui sont mis en mouvement. Pardon. Après, pardon, excuse-moi, je finis juste ma démonstration. De ce mouvement, et on l'a vécu en Dordogne, l'idée
c'était de dire, face à ce mouvement social qui a fait de la politique, poussons plus loin. Donc essayons de faire la jonction, l'articulation du social aux politiques. Et on a décidé de se mêler de cette question, avec en perspective les élections de 2007, où on s'est mis à travailler à plus de 900 collectifs sur la question du projet, du programme, de la démarche, etc., etc., etc. Et ça s'est terminé par ce qu'on connaît, c'est-à-dire la reprise en main par les partis politiques de ce mouvement. 3 candidats dits de la fameuse gauche alternative, qui a pour résultat l'élection de Nicolas Sarkozy. Et l'année d'après qui suit, le Parti socialiste, le Parti communiste, la Ligue communiste révolutionnaire, qui n'est pas encore le NPA, décident de mettre en place un comité de liaison. Et au mois de juillet, François Hollande et les autres sifflent l'arrêt du jeu des collectifs citoyens. Ils disent maintenant la politique, on reprend en main cette question, et maintenant la politique, ça reste, ça doit rester la question. Voilà. Donc on a des champs d'expérience, mais dans le même temps, c'est intéressant de regarder à quel moment il y a effectivement arrêt de mouvement. J'arrête. Je te coupe la parole. Excuse-moi, mais tu parles en expert, bien entendu. Je reviens sur cette histoire, voilà un truc pragmatique, c'est-à-dire l'élection du candidat socialiste, pseudo-socialiste par les gens du commun. Tu as raison là-dessus, c'est vrai que c'est la première fois que ça existe. Élection donc très ouverte, les candidats se présentent et puis voilà, n'importe qui peut aller voter, moyennant €1, je crois, mais enfin ça va, c'était pas une condition trop difficile. Moi, je suis pas allé voter là-dessus. Je me suis abstenu comme souvent. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle, c'est une blague. Élire un type pour qu'il se présente à l'élection présidentielle, c'est une blague. La preuve d'ailleurs, le résultat, ça ne pouvait être qu'une blague. Ça n'aurait pas été lui, ça aurait été DSK, ou je ne sais pas quoi. Ça aurait été ridicule. Donc je suis d'accord sur la procédure. Si tu veux, tu as raison de souligner que la procédure était relativement démocratique. Malheureusement, il se trouve qu'on ne l'a accepté que sur un thème qui, lui, ne l'était pas du tout démocratique, l'élection présidentielle, qui est évidemment une élection au sens purement aristocratique et purement, en France, oligarchique, avec quelques pelés droit tendus qui se disputent sur la tête d'épingle. Enfin, c'est les pauvres types dans un bac à sable. Enfin, donc, alors, utiliser une procédure démocratique pour aussi peu de choses, je regrette, mais là, il y a un petit problème quand même. Peut-être tu as raison en disant c'est une première avancée, peut-être que ça fera. Mais c'est long, difficile, et en tout cas, ça commence mal, quoi. Non, je faisais simplement que pointer les moments où, effectivement, où un mouvement se met en mouvement, et Dieu sait si, effectivement, dans l'aventure des collectifs TCE, post-TCE, c'est quand même une aventure qui dure pratiquement 2 ans. Il y a des centaines et des centaines de milliers de gens qui sont venus dans le champ de la politique. Moi, je peux t'assurer que dans les collectifs citoyens, Dieu sait si des réunions politiques au Parti communiste français, j'en ai fait. C'est un référendum, tu comprends ? Non. Je parle de la construction politique et la mise en mouvement. C'est des centaines de milliers de gens qui sont venus s'intéresser à la question de la politique. Ne pas oublier que les Français ont un intérêt réel pour la question de la politique. Je ne sais pas si tu connais le Centre d'études de la vie politique française, qui est quand même quelque chose d'excessivement sérieux, pointe dans son dernier baromètre du mois d'octobre qu'entre le mois de décembre 2009 et le mois d'octobre 2011, alors qu'il y a défiance, la crise de la politique n'a jamais connu un aussi fond, aussi profond. Dans le même temps, l'intérêt, le nombre de Français qui sont intéressés par la politique grimpe de 5 points, passe de 55 à 60%. Dans un moment où la crise de la confiance... Donc, je veux dire, on est sur des éléments de contradiction. Moi, je laisserai à Jeanne le soin d'expliquer de façon récente, c'est comment, à partir du moment où il y a mise en mouvement de quelque chose de nouveau, qui souhaite effectivement enrichir la démocratie, puisqu'on en a parlé. On va parler, si tu en es d'accord, et ce qu'on a vécu sur le Bergeracois avec Jeanne, sur la dernière bataille sur la question des retraites. Ne pas oublier qu'il y a plus de 10 000 Bergeracois qui ont manifesté au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc il y a 8 500. Voilà. Mais simplement regarder quelles sont les attitudes de rupture à un moment donné qui interviennent dans les mouvements.
pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette affaire, on essaye de parler du thème général ou global, si tu veux, là, de la démocratie, et puis ensuite, on terminera peut-être avec le côté local où on va balancer là, des choses abominables. Bon, on verra. Donc, Jeanne, sur le côté global, tu vois mon objection à ce que dit Didier, c'est que je comprends, il est dans le bain, il est plein de son truc là, mais les exemples qu'il me donne ne me convainquent pas, parce que ne me persuadent pas, parce que il me semble que tout ça n'a de sens que pour un militant comme lui, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est effectivement déjà dans la potion magique, quoi. Mais pour quelqu'un comme moi qui se regarde ça d'un peu à côté, marginal ou je sais pas quoi, ordinaire, ou bien sûr, je me souviens du traité européen, et moi j'ai voté oui au traité européen parce que je trouvais ça sympa, quoi. J'ai essayé de lire tous ces trucs et j'étais pas d'accord avec les gens qui votaient non, quoi, parce que je trouvais que l'Europe c'est vachement bien, tout ça, même si je vois bien que ces types se foutaient de notre gueule en nous balançant des papiers imbitables et tout ça, je suis d'accord là-dessus, mais quand même, l'idée européenne, c'est tellement évident, enfin, que nous sommes des Européens, que nous sommes... je ne veux pas dire que je veux mettre des frontières à l'Europe non plus, d'ailleurs, hein, je suis aussi citoyen du monde, mais voilà, moi, l'Europe, ça me paraissait sympa comme truc, quoi. Mais c'est vrai que ce putain de référendum, là encore, c'est une affaire aristocratique et pas très démocratique. Et quant à j'ai pas besoin du Cevipof pour savoir que les gens s'intéressent à la politique, bien entendu qu'on s'y intéresse, et même beaucoup, voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous fait croire la télé. Mais c'est très difficile à faire apparaître quand même. Ce véritable intérêt politique n'a rien à voir avec regarder le débat sur TF1. Enfin, tu comprends, c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc voilà, enfin bon, à toi, Jeanne. Tu me regardes d'un air accablé. Donc je reviens sur effectivement la démarche d'un collectif citoyen autour du débat sur l'Europe, quelle que soit la conviction que l'on ait, qui est un débat aussi ample, qui effectivement est traversé pratiquement toutes les couches sociales, que ce soit exprimé au sein d'un collectif et non pas au sein de simples partis. C'est un exemple quand même remarquable d'avancée de la citoyenneté. Alors, disons, cette formation a été ensuite combattue, battue en brèche au moment de l'élection présidentielle. Bon, on pourrait penser que c'était une expérience qui ne reviendrait pas. Cette expérience a recommencé avec le débat sur les retraites, en sachant que les collectifs citoyens, pour moi, donc, sont des moyens, des façons d'attaquer de manière systémique les choses. Donc, ça dépasse les clivages habituels, ça dépasse les différentes oppositions, et on met de côté, entre guillemets, un certain nombre d'a priori pour aborder la question de fond. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs à un collectif citoyen que celui que nous avons cité, mais on n'en a cité qu'un pour l'instant, c'est-à-dire l'interdiction du cumul des mandats, et si possible, non seulement du cumul, mais même du renouvellement des mandats, à mon avis. Mais bon, admettons, interdiction du cumul, ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre comme ça qu'on pourrait mettre en avant ? Je ne sais pas, mais j'ai vaguement en tête la décroissance, les choses comme ça. Le collectif citoyen qui s'est mis en place sur Bergerac, qui est grosso modo non pas la renaissance des collectifs TCE ou QAL, mais on est dans cette démarche-là. On s'est dit, on remonte le collectif à quelques-uns au mois de 1er mai, il y a 2009. Et on ne se... Voilà, c'est pas simplement sur la question des retraites. Toutes les questions pourront être abordées et traitées par le collectif citoyen. Il n'y a aucune question qui serait prédominant, enfin qui te paraît plus essentielle. Sous-jacente, c'est ce que j'ai dit. Alors chacun le dira avec ses mots. Moi, je le dis avec les miens. Après, il y a d'autres traductions. La question, c'est du collectif citoyen. Elle est effectivement de refonder complètement la politique.
On a l'ambition, mais moi je le dis comme je le pense. Moi je me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Moi j'ai pour ambition effectivement d'aller voir sur la question du pouvoir politique, du pouvoir économique. Voilà, ces questions pour moi ne sont pas tabous et sont affaires de citoyens. D'accord. Voilà. Donc la question c'est comment on redonne et on se redonne ensemble du pouvoir. Parce qu'en politique, si tu ne te donnes pas attention du pouvoir, à la langue de non, mais bois, Didier, si en politique tu ne te donnes pas du pouvoir, avec l'ambition de dépasser ce qui fait aujourd'hui les errances de nos démocraties fondées sur le principe de la délégation de pouvoir, ben, regarde, c'est pour ça que je me suis permis de faire retour sur 2005 jusqu'en 2007, parce que sur le champ de la politique, il faut la changer. Aujourd'hui, ce qui fait problème et ce qui fait obstacle, c'est que le champ de la politique, il est professionnalisé, occupé par des acteurs qui se cooptent et qui ne laissent pas ce champ s'ouvrir. Voilà. Donc la vraie problématique, elle est là. Il ne s'agit pas de faire des partis politiques ou des élus des adversaires. C'est de re-questionner avec eux la place, le rôle de tout un chacun. Parce que sinon, après la famille, le marché, ils vont pouvoir nous amuser tous les matins. D'accord. Alors, essayons d'être aussi précis que possible. Tu as cité les trucs de Bergerac, donc on va passer à la deuxième partie et dernière de cet entretien, peut-être. C'est donc sur le plan bergeracois. Est-ce que vous voyez des trucs qui seraient à pointer plus que d'autres et qui nous arrangeraient, enfin, c'est-à-dire qui serait une promesse d'amélioration de cette foutue vie démocratique. Sur le plan bergeracois, moi je vois toujours le cumul des mandats, l'interdiction du cumul, ça me paraît aussi valable sur le plan global que sur le plan local, mais il y en a peut-être d'autres que moi j'ignore. Comment ça se passe à Bergerac? Est-ce que le terrain a ses caractéristiques, je suppose, que n'a pas Bordeaux, Marseille ou Lyon ou d'autres terrains, enfin, au niveau, disons, des interventions possibles, nous, on essaie de pointer, en tant que collectif citoyen, chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement énorme. Bon, on a parlé, par exemple, en février, le prétexte c'était les cantonales, on a parlé de l'aéroport, qui était très coûteux pour tout le monde, dont peu de personnes bénéficiaient, à part quelques Anglais, etc. Donc, bon, ça, c'est un exemple, hein, parmi d'autres. Mais je pense... Est-ce que ça te paraît toujours une lutte qui serait intéressante à mener? Ça peut être une lutte, oui. Mais je pense qu'on mérite plus que ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont mobilisées, sensibilisées par les questions citoyennes, ils veulent aborder beaucoup d'autres sujets et de manière beaucoup plus globale. Alors excuse-moi, mais bon, attaquons l'aéroport si tu veux. Prenons ce thème. Mais pour des types comme moi, c'est un machin, vous n'avez aucune chance. Je veux dire, je suis très content qu'il y ait un aéroport à Bergerac. Il paraît que Bergerac-Charleroi, c'est 40 €. C'est vachement génial. Si ma copine habite en Belgique, voilà, c'est formidable. Alors tu dis les Anglais, ils sont pas nombreux. Oui, enfin, tu as quelque chose contre les Anglais. Ils ont bien le droit d'avoir un petit avion pour voir leur cousine qui s'est installée en Dordogne. Enfin, non, je vois pas, si tu veux. Alors, ou alors tu me dis, oui, mais ça coûte vachement cher. Alors il faudrait me dire, ça me coûte combien, quoi? Est-ce que tu es sûr que ce fric est si important que ça? Enfin, Mais il était pris. Alors c'était la fameuse soupe populaire à laquelle initiée par le collectif citoyen, à laquelle vous l'avez vu, vous y étiez. Tous les candidats, ils se faisaient tellement chier dans cette campagne, ils n'avaient pas grand-chose ils sont tous venus manger la soupe. Non, mais c'est pas une blague. En plus, symboliquement, je trouve ça assez extraordinaire. L'aéroport, non mais bien sûr, attends, on a dit qu'on allait pouvoir balancer dans la deuxième partie. Donc on commence. Voilà, mais c'est d'humour. J'ai bien dit tout à l'heure que moi, mon objectif, c'est pas de casser du parti politique ou de casser des élus, c'est de reposer un certain nombre de questions. Pourquoi Alors l'aéroport, comme symbole, moi je trouve que s'il y a autant de délibérations qui sont prises, de soutien financier, qui ne laissent pas peu de place à faire payer les compagnies aériennes, c'est que ça participe bien d'un projet politique pour la Dordogne. Certes. Dominique Rousseau, Daniel Garrigue, ils pensent tous les deux, en le disant différemment, que l'avenir de Bergerac, c'est effectivement de devenir le pôle touristique qui manque entre Saint-Émilion et Sarlat. Dominique Rousseau
comme Daniel Garrigue, avec des mots différents, veulent faire de l'ESCAT un nouveau club méditerranéen. Voilà. D'accord ? Bon, écoute, si la perspective politique qui nous est offerte aujourd'hui, à gauche, parce que le Parti socialiste est un parti qui se définit à gauche, comme au centre ou la droite gaulliste, je ne sais pas où est Garrigue, s'il est au MoDem ou s'il est un gaulliste de gauche, il a besoin effectivement d'avoir se raccrocher à un parti politique pour pouvoir exister pour la prochaine législative. Ils ont fait des choix politiques. Moi, ces choix politiques, je ne les partage pas. Je pense qu'il y a besoin effectivement en Dordogne de développement certainement de services, de développement d'activités. La SNPE a un avenir, on pourrait en parler. L'ESCAT a un avenir, à la condition qu'on ne passe pas du jour au lendemain à la trappe ce que ça veut faire ceux qui y travaillent et ceux qui pourraient y travailler demain. Oui. C'est pas parce que demain à l'ESCAT aujourd'hui on ne fournit plus parce que c'est une décision, il n'y a plus d'entrepôt pour fournir les vêtements aux armées, etc., etc. Je pense qu'il y a besoin d'un grand entrepôt avec des technicités pour demain entreposer les besoins pour les ONG, entreposer les besoins pour la sécurité civile, et Dieu sait si on ne pourrait pas envisager de maintenir. Voilà, mais ça c'est un autre projet politique. Mais moi je veux pas la surposer. Poser sur la table un certain nombre de choses, et ensuite on en discute, que ce ne soit pas simplement que les politiques dans leur bureau qui décident effectivement avec un cabinet machin chose que l'avenir c'est celui-là. Ils ont un projet, sauf qu'ils le masquent, et ils vont te dire, ben non, on ne peut rien faire pour la SNPE, on ne peut rien faire pour l'ESCAT. Deux exemples. Un troisième exemple peut-être, puisqu'on parle de démocratie locale. Les réunions de quartier, ça existe, il me semble. Vous y allez, vous intervenez, vous utilisez ce tuyau-là, ce canal d'expression qui est évidemment un peu top-down, comme on dit, ça vient du haut vers le bas, mais enfin, c'est censé aussi faire émerger la parole du citoyen ordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a quelques personnes qui appartiennent au collectif citoyen qui vont dans ces réunions. Mais on ne les a pas vus très souvent. Je pense à M. Barbérol, qui est venu une fois ou deux, mais il n'est pas revenu. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il pense que notre façon d'agir ne suffit pas, ne convient pas à sa façon de faire. Non, mais vous-même, vous n'y allez pas dans Moi, non, je ne suis pas allée. Mais je n'habite pas à Bergerac. Donc je n'aurais pas légitimité. Mais il y a peut-être d'autres militants. Il faut voir avec d'autres personnes, ou bien dire à des personnes qui participent à ces comités de quartier, s'ils veulent aussi participer au collectif citoyen. Parce que c'est sûr que c'est intéressant de voir comment s'organise la vie du quartier. C'est intéressant. Oui, vas-y. Moi, j'allais, quand j'étais bergeracois, aux réunions de quartier qu'avait initié Daniel Garrigue. Voilà. Je pense que l'équipe municipale aujourd'hui reprend le flambeau de ce qu'avait initié Daniel Garrigue. Bon, et grosso modo, c'est le lieu où effectivement les gens peuvent discuter, mais si on prend, je pense que la démocratie participative, elle n'est pas au cœur du projet municipal. Ah bon, pourtant ils sont. Mais non, écoute, moi je sais pas, je vais te prendre un dossier que moi j'avais suivi de près, parce que pas simplement le dossier de Bergerac, mais parce qu'il intéresse effectivement sur les enjeux et la façon de se positionner sur un dossier. C'est le dossier de l'eau. Oui. Le dossier de l'eau. Oui. Écoute, à partir du moment où tu es municipalité, dans le département, il y a 50 syndicats de l'eau. Il n'y en a qu'un seul qui est sous régie municipale publique. C'est ça. En Dordogne. Voilà. Alors que c'était prévu par la mairie, il me semble. Voilà. Donc ici, on devait recontractualiser ou pas avec un grand groupe. Bon, voilà. Tu as vu l'once d'un débat ? Voilà, je sais pas, moi. Est-ce que tu as vu l'once d'un débat ? Oui, c'est ça. Voilà. Quand Daniel Mitterrand, qui vient de nous quitter, est venu à Périgueux, où la question a été posée de la même façon, le maire de la ville, mais de façon symbolique, a refusé effectivement d'accueillir Daniel Mitterrand. Parce qu'il ne souhaitait pas effectivement sur ce dossier prendre parti pour les uns et pour les autres. Non, mais enfin, je veux dire, c'est du délire complet, quoi. Je veux dire, si la démocratie participative était inscrite en filigrane, pour construire quelque chose dans le projet municipal, on parle de Bergerac, on pourrait aller à côté ou ailleurs ou dans n'importe quelle commune de ce département. Il n'y a pas de volonté d'aller expérimenter pour aller voir si là-bas on y est.
Voilà, pour paraphraser Mermet, pour aller voir, c'est pas remettre en cause, non, rien. Je crois que tu as tout à fait raison. Le mot existe, je crois qu'à la mairie de Bergerac, en tout cas, on se sert du mot démocratie participative, mais comme tu dis, ça ne correspond à rien. Est-ce que, du coup, bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, est-ce que c'est possible à faire sans attendre que les élus nous disent allez-y, discutez Enfin, sincèrement, quand une collectivité locale, elle a la liberté de s'auto-administrer. D'accord ? Elle est régie par un certain nombre de règles, mais alors, il y a le principe de la délibération de l'exécutif, etc., etc. Conseil municipal qui se réunit tous les mois. Bon, je veux dire, tous les mois, tu as un certain nombre de dossiers à traiter. Mais par le biais de pétitions, je veux dire. Non, mais tu peux choisir de continuer à fonctionner comme fonctionne une municipalité aujourd'hui, c'est-à-dire on met à l'ordre du jour un certain nombre de choses, on réunit le conseil municipal, les commissions sont réunies 7 jours avant, on donnait le feu vert pour ça, et puis on continue à fonctionner en interne. Bon, pourquoi pas ? Mais on sait ce que ça produit. Ça a produit des choses fabuleuses pendant des années, sauf qu'on est au bout de cette capacité de production. Voilà. Si tu décides à l'échelle d'une collectivité locale de dire on va continuer à fonctionner avec un conseil municipal, sauf qu'au lieu simplement d'avoir que des commissions qui ne réunissent que des élus, on pourrait déjà faire fonctionner des commissions extra-municipales qui pourraient s'appuyer par exemple sur tous les mois je réunis mon comité de quartier dans lequel je vais et préalablement... Alors on va pas mettre toutes les questions à l'ordre du jour ou en débat, je veux dire tout ce qui va relever de la gestion simple, il n'y a pas besoin de les traiter, mais sur les questions, les dossiers de fond et d'orientation, tu peux te donner le temps sans enlever en rien ou pénaliser ou alourdir. Mais il y a les moyens, on n'a jamais essayé. Mais c'est pas compliqué à faire. Il y a des municipalités très rares. Mais non, mais pas du tout. Mais que de chi, mais rien du tout. Mais attends, on va pas se casser la tête avec ça. On va pas se casser la tête avec ça parce que on voit pas. Parce que dans la culture politique, tu es élu et donc c'est à toi de faire pour l'intérêt général, qu'on s'entende bien. Celles et ceux qui aujourd'hui siègent sont des gens, pour la grande majorité d'entre eux, sont intègres. Intègres dans leur engagement. On a beaucoup parlé de ça. Mais sauf que les décisions à la mairie de Bergerac comme ailleurs, elles se prennent dans un bureau avec 4 personnes. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Aujourd'hui comme hier. Un exemple de démocratie participative effective, c'est celui de Porto Alegre. Porto Alegre, ils ont mis en place depuis déjà une dizaine d'années un système de commission élargie et le sujet qu'ils prennent, c'est le budget. Et le budget, donc, est discuté pied à pied. Mais tu sais que ça existe en France. Alors, évidemment, c'est sur de grandes questions. Et ça fonctionne très bien. Mais ça existe en France sur les OGM, sur les déchets nucléaires. Il y a eu des commissions citoyennes extrêmement bien organisées. On disait aux gens, là, vous venez 3 semaines, on vous fait entendre plein d'experts. Les conférences citoyennes, ça existe. Les scientifiques font ça aussi. Enfin, ça existe en France. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant de voir que... Bon, enfin, bref, on va pas trop... on va faire une fin. On va essayer non pas de conclure, mais de faire une fin, une finalité, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a oublié des trucs ? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ? Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour maman, bonjour papa. Non, je déconne. Voilà, moi je suis un peu, par exemple, puisqu'on parlait de Bergerac pour finir, c'est très difficile de parler aux politiques à Bergerac. C'est très difficile. Très, très difficile. On a essayé, on a un peu M. Garrigue de temps en temps, mais il a la parole facile, évidemment, mais les autres, c'est vraiment, ils ont l'air de craindre. Ils ne craignent pas Canal Pourpre, parce que Canal Pourpre, c'est rien, mais je ne sais pas ce qu'ils craignent. Enfin, on a essayé encore dernièrement de causer avec eux, et il y a une espèce de frilosité, de trouille, comme si seul le discours de propagande ne pouvait avoir droit de cité, quoi. Ils ne parlent que pour dire regardez comme on est vachement bien, mais discuter avec eux normalement, pas pour les engueuler forcément, mais enfin pour discuter comme on le fait maintenant là. Je vous avoue que c'est très difficile. Alors je sais pas, je vous demande parce que vous les connaissez mieux que moi peut-être, je sais pas, mais
Une fois de... Enfin, pardon, Jeanne. Non, mais moi j'ai eu affaire une fois ou deux avec quelques-uns de ces élus, entre guillemets, et sur un sujet pointu et précis, si on leur demande, si on discute sur ce sujet, ils disent oui, moi je peux faire ou je peux pas faire, mais ils sont très clairs. Hein. Alors ensuite, bon, pour des... Comme gestionnaire, quoi. Voilà, des discussions plus larges, bon, là, effectivement, ils se réfugient derrière leur parti, derrière leur appartenance, mais aussi, comme tu dis, un peu de frilosité, parce qu'ils ont peur d'aller trop loin, de s'engager trop. C'est curieux, ça, quand même, non? Oui, je ne sais pas. À quoi ça tient? C'est notre vieux pays monarchiste, les policiers, où on a peur qu'on nous mette en Bastille. Non, je pense que c'est plutôt qu'ils ont toujours peur de la majorité dite silencieuse qui risque de les blâmer, de les mettre en cause. On n'a pas de tradition de et risque de ne pas être réélus. Il y a beaucoup de ça aussi dans leur comportement. Non, mais je pense que c'est la fonction politique qui les contraint. La définition même de la fonction politique qui les contraint. Non, mais quand je disais tout à l'heure, une fois de plus, ce n'est pas le procès, là, dans la critique qui peut être la mienne et la nôtre, c'est pas le procès d'individus. Pas le procès de Dominique, de Claude, voilà. C'est le procès effectivement d'un système. Dans le système, il fonctionne avec des fonctions très particulières. La politique, j'ai dit tout à l'heure, c'est le champ réservé, c'est la professionnalisation. Comment peut-on être professionnel de la politique quand la politique, c'est même dans une fonction d'élu, c'est accepter d'avoir une charge publique. C'est pas un métier, c'est pas une profession. Accepter d'avoir une charge publique, après qu'elle soit aménagée d'une autre manière, oui, qui est un vrai statut de l'élu. Oui, toi tu parlais du non-cumul de mandat. Moi je suis pour un mandat. Oui, c'est ça. Pour moi, un citoyen, c'est quelqu'un qui est à la fois capable de gouverner et d'être gouverné. C'est-à-dire que je vais accepter ce qu'il en sera de la décision collective, à nous d'inventer les procédures de consensus qui mènent à l'intérêt général et d'avoir, pendant un certain temps sur des périodes, un certain nombre d'entre nous, n'importe qui demain peut être élu, puisqu'il s'agit d'accomplir une charge dans l'intérêt général. La question, c'est de savoir où l'intérêt général se décide et se dessine. Donc on a besoin de réinventer ça. Pour ça, on a besoin de la participation de tous. Mais ne soyons plus frileux. Or, la frilosité, à un moment donné, c'est la défense d'intérêts, de postures et de positions. La question en politique qui n'est jamais abordée, je finis par ça, c'est la question de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, dans les mots d'ordre, y compris dans la mouvance qui est la mienne. Aujourd'hui, la phase a rejoint le front de gauche. Quand je vois le pré-programme du front de gauche, où l'ambition, c'est de dire, face à la dictature des marchés financiers, taxons le capital. Tu as employé au début de notre entretien un terme, parce qu'il est aussi connoté le terme de révolution. Moi je dis aujourd'hui, osons les révolutions. Attends, moi faire tomber la dictature du marché financier ou de la finance, et je fais tomber la dictature. Je taxe pas. D'accord. Je taxe pas. Okay. La dette, on l'a déjà payée. C'est bon, il n'y a pas de dette. Ah oui, il n'y a pas de dette. Moi, je prends tout. Et je propose effectivement qu'on y exerce le pouvoir. Bien, tu es en train de nous dire votez Mélenchon. Bon, vous voulez ajouter un truc ? Non, c'était bien. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on refera ça, si ça ne vous embête pas trop, à l'occasion. Nous, on aimerait bien avoir ce genre de choses un peu régulièrement à Canal Pourpre, avec vous comme avec d'autres. Voilà, pour l'instant, ça ne marche pas trop fort, mais voilà, en tout cas, Canal Pourpre pourrait être une de ces petits machins démocratiques là, dont on vient de rêver ensemble. Là. Bon, merci beaucoup. Moi, je vous invite à venir voir ce qui va peut-être se passer dans les assemblées citoyennes initiées par le Front de Gauche élargi. Oui. On essayera, autant, parce qu'on est trois pelés de tendus. Le 7, la première assemblée citoyenne, c'est le 7 décembre. D'accord. À 18h, à la maison des syndicats. Ok. Et donc, c'est un moyen, effectivement, de voir comment ça peut fonctionner. C'est une première expérience. Ok. Il y a un sujet ?
un sujet. Non, on va cadrer, on va poser le cadre de l'Assemblée citoyenne. Là, c'est intéressant, parce c'est ouvert à des acteurs, aux citoyens, il y a des formations politiques, donc... oui, d'accord. Bon, voilà, c'est une nouvelle expérience. On essayera de venir, en tout cas. Merci à vous.